Je suis content d'accueillir Arnaud Salomon, le CEO de Montpellerin. Donc, un très beau projet sur la région de Genève. Bon, moi, je le résume comme une grosse partie en étant le projet de devenir la banque sur la blockchain. Donc, il va vous expliquer un petit peu cette vision-là, qu'est-ce que ça change des autres banques traditionnelles. Et puis après, aussi, ils ont de nombreux produits qui existent déjà dans différents domaines et applications de la finance décentralisée, des crypto-monnaies, et donc tout ça en utilisant la technologie blockchain. Voilà, donc Arnaud, je te laisse présenter un peu voilà, mon pèlerin, la vision, les produits principaux et puis les nouveautés. Merci Jean-Marc. Oui, donc voilà, mon pèlerin effectivement a pour ambition de porter l'ensemble d'un bilan bancaire en temps réel sur la blockchain. Donc nous, on fait un projet effectivement de créer un nouveau type d'institution, une nouvelle institution à Genève, basée sur des valeurs radicalement différentes, mais essentiellement sur cette technologie qu'on appelle la blockchain. Donc nous, on utilise essentiellement la blockchain Ethereum publique aujourd'hui. On est agnostique en général, mais on a un biais très fort sur les blockchains publiques. Et on a développé tout un écosystème autour pour ce qu'on appelle la tokenisation. Donc en fait, la tokenisation, c'est un mot souvent qui est un petit peu galvaudé, mais en réalité, un token, c'est quoi? Ce n'est qu'un véhicule numérique programmable dans lequel on va pouvoir incorporer un sous-jacent, quel qu'il soit, hein, que ce soit un titre de type une action d'entreprise, une obligation, un produit structuré plus complexe, etc. Et on a développé autour de ça ce qu'on appelle le bridge protocol qui permet de mettre des règles de restriction de transférabilité pour respecter le contexte réglementaire existant et à venir évidemment. Et donc dans cette ambition-là, on a développé différents front-ends qui sont open source aujourd'hui, qui permettent aux gens de faire de l'émission, hein, ce qu'on appelle du self-issuance, qui permettent d'émettre des tokens qui vont représenter soit une part de l'entreprise, soit une obligation, etc. Et de le faire eux-mêmes gratuitement, complètement libre. Il n'y a pas besoin de payer qui que ce soit pour émettre un token qu'on appelle de type ERC20. On a release récemment un wallet. Donc un wallet, c'est quoi? C'est finalement une petite application mobile qui permet de détenir ces jetons numériques et d'interagir avec, de les recevoir, de les envoyer. Ce wallet, on va dire, enrichi de toutes les questions de ce qu'on appelle les security tokens. Donc par exemple, de comment gérer les corporate actions de l'entreprise. Là, il y a 2 semaines en arrière, on a fait notre assemblée générale de notre entreprise, la première, et on l'a fait directement sur la blockchain. Ça veut dire que les gens ont participé de manière digitale à cette assemblée générale au travers du wallet. Donc, le nombre de tokens qu'ils possédaient, donc ce qu'on appelle le token NPS, le Mont Pèlerin Shares, permettait de donner accès à l'assemblée générale, mais aussi de pouvoir poser des questions, voir le live stream directement depuis le wallet et en même temps pouvoir voter sur les décisions que le board a soumises au vote aux actionnaires. Et tout ça, c'est fait entièrement sur la blockchain. Donc, c'est une très grande nouveauté aujourd'hui d'amener, de digitaliser tout ce qui est corporate action de l'entreprise. Et puis, ce qu'on a créé du côté, finalement, entreprise, c'est vraiment un cockpit de pilotage d'entreprise, un cockpit digital de pilotage d'entreprise pour gérer ce qu'on appelle la cap table, donc la transférabilité des actions, à qui est soumis à un pacte d'actionnaires, qui est soumis à des clauses de tag alone, drag alone, etc., etc. Donc voilà. Ouais. Voilà, bon, donc on voit finalement dessous le mot qui revient souvent comme technologie, la grosse partie de la technologie, c'est la blockchain. Donc tu mentionnais la blockchain publique. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas encore suivi de formation et qui connaissent pas encore vraiment cette technologie-là, comment est-ce qu'on peut résumer une blockchain? Une blockchain, finalement, c'est une base de données, en fait, finalement, mais dont l'intérêt principal réside dans le fait qu'elle est distribuée, ce qui veut dire qu'en fait, chaque nœud du réseau possède l'entièreté de l'information et donc amène un environnement de confiance, sans tiers de confiance. Et donc, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est d'avoir ces enregistrements digitaux qui sont
dans lequel on n'a pas besoin d'avoir confiance dans un tiers pour maintenir ce registre qui pourrait potentiellement le modifier, qui pourrait voilà, avoir d'autres actions qui ne seraient pas voulues par l'ensemble des acteurs du réseau. Oui, et donc public, alors ça veut dire que les transactions sont ouvertes dans cette base de données et qu'on peut venir les lire, les auditer. Donc, c'est ça, c'est un avantage, hein. Donc, euh, personne ne peut supprimer des informations sur cette blockchain. On peut les infirmer, hein. On peut dire qu'il y a eu des erreurs, mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a des transactions ou des lignes qui sont écrites dans cette blockchain, ça devient public. Donc, c'est un intérêt. C'est vrai que pour une assemblée générale, là, eh bien, au moins, aussi, on voit, hein, c'est ça, les votes, on va pouvoir voir qui a voté et être sûr du nombre de votes, Exactement. officiellement, et garder sur le long terme. Euh, Exactement. Et finalement, c'est comme finalement une assemblée générale traditionnelle, hein. Une assemblée générale traditionnelle, on va réunir tous les actionnaires dans une même pièce qui vont voter à main levée sur chacun des points, des items de l'entreprise. Et voilà, bah là, c'est la même chose, mais d'une façon digitale où les gens le font dans le confort de leur smartphone depuis la maison. Oui, alors il y a aussi un autre intérêt, donc c'est grâce aux signatures électroniques, et bien en fait normalement ces actions, hein, pourraient être à terme plus facilement transmises entre différentes personnes. Euh, donc Tout à ces fait. security tokens, hein, pour l'instant, hein, c'est encore, sauf erreur, hein, plus difficile que d'autres crypto-monnaies qui ne sont que des monnaies de type, euh, par exemple, comme Bitcoin ou Ethereum, hein, où il y a des échanges où on va pouvoir, voilà, s'envoyer, je sais pas, 10 Bitcoins contre X Ether. Donc là, comme il s'agit juste de crypto-monnaie, il n'y a pas d'autres droits à côté. Ça se fait très bien. Il y a énormément de gens, hein, qui font des transactions de crypto-monnaie actuellement. Mais alors, l'intérêt aussi, c'est à terme, pour ces jetons qui correspondent des actions d'entreprise ou des parts d'immobilier. À terme, c'est aussi de pouvoir finalement avoir des échanges à un moment donné Tout à fait. et augmenter la liquidité, quoi. C'est ça. Ouais, alors moi, moi j'ai une petite définition qui m'est propre, hein, mais je voudrais bien faire cette distinction finalement entre l'univers crypto, donc typiquement ce que tu viens de nommer, Bitcoin, Ether, etc., qui en fait sont en soi quelque part une nouvelle classe d'actifs, parce que bah, il n'y a pas d'émetteur identifié, hein, c'est un réseau qui est ouvert et qui est libre à n'importe qui pour le rejoindre. Et puis bah, finalement, bah, on a un actif dont le prix est déterminé par le marché, donc par la somme des acteurs, et qui est librement transférable. Et ça, je voudrais le distinguer finalement de la crypto du token. Le token, finalement, il est émis par quelqu'un, par une entreprise, par une entité qui est très bien identifiée et définie. Et donc, cette personne-là, quand elle va émettre ce type de token, et vu que c'est un émetteur identifié, elle doit respecter un contexte, un cadre de règles existant. Hein, donc, je vais te donner deux, trois exemples, mais finalement, tu prends, il y a des produits, des actifs, hein, bancaires, financiers, qui sont soumis à des règles, par exemple MiFID, des règles de transférabilité, par exemple géographique. Ce produit est distribuable uniquement dans l'Union européenne et en Suisse, etc., etc. Et donc finalement, c'est vraiment presque deux animaux différents où le token n'est pas une classe d'actifs en elle-même, mais vraiment juste un véhicule numérique programmable. Et ce qui compte réellement, c'est le sous-jacent, ce qu'on incorpore dedans. Hein, donc que ce soit une part, comme tu l'as dit, d'un immeuble, que ce soit une part d'entreprise, une obligation, un produit structuré plus complexe, etc., etc. Oui. Et là, dans ce cas, un peu voilà, qu'est-ce que tu en penses, quoi, toi? Est-ce que il y a un intérêt justement à ce que il y ait des échanges sur ces security tokens qui se développent? Donc, souvent, la problématique, c'est que c'est difficile euh, au niveau des lois et quand il y a des clients internationaux pour que l'échange en fait respecte toutes les lois. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a moins d'offres d'échange de security token actuellement. Mais on a aussi ces échanges qu'on appelle décentralisés, Tout à où fait. finalement, bon, bah, chacun a un genre de logiciel chez lui et un peer du système. Et puis, ça va correspondre presque à, si on faisait un lien avec le physique, à des transactions de gré à gré, quoi.
C'est exactement ça. Ouais, Et puis sauf qu'elles sont d'ailleurs, digitales. Ouais. ouais, bah ça, c'est vraiment notre vision aussi. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, donc on a deux types d'exchange, hein, des plateformes d'échange. Il y a vraiment les plateformes centralisées. Donc, le paradigme, il est très traditionnel à celui de la bourse. C'est-à-dire que d'un côté, on va déposer l'argent, de l'autre, on va déposer le titre hein, auprès de cette bourse, auprès de cet exchange. On va pouvoir trader, ça va aller très vite. Il va y avoir un settlement qui va s'opérer et on va pouvoir retirer pour reprendre la possession, le full ownership. Hein. Donc ça, c'est vraiment le paradigme actuel. On a besoin de ce tiers de confiance pour exécuter les échanges. Et puis finalement, aujourd'hui, maintenant, il est en train de naître toute une catégorie, toute une classe de ce qu'on appelle des DEX, des Decentralized Exchange. Et là, ça devient très intéressant parce que du coup, finalement, c'est un smart contract qui le tourne cet échange. Donc le smart contract, finalement, il est codé pour agir, interagir d'une certaine façon. Et d'une certaine façon, le tiers de confiance n'existe plus puisque c'est que du code. Donc finalement, le code fait la loi. Et puis, on peut placer des ordres de la même façon qu'on le fait en bourse. Hein. On peut placer des ordres limites, des ordres de marché. Et quand il y a un match, il y a vraiment un transfert qui se fait de pair à pair, de point à point, entre deux users et directement ce qu'on appelle atomique, hein, donc direct, donc sans risque de contrepartie. Et ça est assuré par le code et plus par un tiers de confiance externe. Et là, ça devient très intéressant parce que nous, typiquement, c'est ce qu'on a développé dans le wallet. Et on pense que c'est vraiment l'avenir, c'est de descendre cette notion de bourse hein, et de la descendre dans le réseau. Quelque part, finalement, cette notion d'échange, c'est ce qu'on appelle un livre d'ordre, un order book. Donc cet order book et ce matching engine, c'est pas très compliqué en termes de technologie et ça devrait être quelque part une partie intégrante du réseau comme TCP/IP pour Internet. Et les gens, depuis leur wallet, vont pouvoir finalement donner une allowance à ce smart contract en disant bah, moi j'autorise ce smart contract à venir puiser dans mon wallet jusqu'à concurrence de 1000 francs, 10 000 francs, peu importe. Je place des ordres et si mon ordre est matché, alors il y a un swap qui s'opère de pair à pair sans avoir le besoin d'avoir confiance dans un tiers de confiance. Et ça on pense que c'est vraiment l'avenir de descendre ces SIX, les bourses, le CAC 40, les New York Stock Exchange, de descendre ça finalement dans la couche réseau d'Internet. Et à terme, en fait, quand est-ce que tu vois que ça va vraiment plus se développer à ce niveau-là, au niveau des security tokens, ces DEX actuellement, donc il y en a hein, pour les crypto-monnaies de base. Donc il y a des intérêts hein, à ça aussi, puisque finalement les gens qui vont trader leur crypto-monnaie, ils gardent leurs clés, donc je veux dire, les cryptos avant qui confirment de les transférer à quelqu'un d'autre, elles sont toujours leur propriété, quoi. Alors que les échanges centralisés, hein, finalement, la plupart du temps, on devait déjà transférer les, euh, les crypto-monnaies et puis après les échanger. Et Euh, avoir confiance dans le fait que la plateforme ne se fasse pas hacker en voilà, attendant. avec Voilà, vous partent avec l'argent et autres, ouais, donc toutes exactement. ces problématiques-là. Donc voilà, donc on voit que les DEX pour les security tokens, c'est un grand intérêt. Euh, Ça enlève peut-être aussi des problèmes de responsabilité. Euh, je dirais, ou aux développeurs open source qui vont contribuer à ces projets de DEX. C'est-à-dire qu'un échange, dans un échange, la plupart du temps, il y a une entreprise derrière ou une entité morale qui est responsable de ce qu'il présente et de la sécurité et puis de respecter les différentes lois. Alors qu'un DEX, finalement, ça peut être une communauté de développeurs open source qui contribuent, qui ne sont pas forcément identifiés non plus, mais grâce à ce logiciel open source, une fois qu'il est installé chez chacun des pairs, ça permettrait de s'échanger ces tokens de gré à gré, quoi, sans qu'il y ait forcément d'intermédiaire de Exactement. personne morale. Ouais. Et là, la notion ici, elle est très importante parce que finalement, après, on va dire aujourd'hui, il y a deux types de DEX. Hein. Il y a vraiment les DEX dans lesquels il y a toujours un opérateur et quelqu'un qui possède, qui fait tourner, qui prend un petit frais à chaque transaction, etc. Donc, quelque part, lui, il est toujours assimilable à une plateforme centralisée parce que même si on appelle ça DEX, en fait, on appellerait ça plutôt un non-custodial exchange, mais à la fin, il organise quand même le trading, il prend un fees sur chacune des transactions. Donc, quelque part, lui, il est toujours très bien identifié en tant qu'opérateur. Mais là, il y a une nouvelle génération de DEX qui sort et qui, ça, pour le coup,
est complètement différente parce qu'en fait, le développeur renonce à la propriété. Donc finalement, il n'est plus opérateur, il n'est plus owner de ce smart contract. Il a juste libéré du code. Et ce code, il n'en a plus accès. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'a libéré, il n'est plus propriétaire, il ne peut plus rien faire, il n'a plus de discrétion sur ce code. Et les gens peuvent interagir, c'est ce qu'on appelle une DApp, une distributed app, et ils peuvent interagir avec. Et lui, du coup, il a juste libéré du code. Donc finalement, il n'est plus opérateur, il ne peut plus être qualifié par un régulateur voilà, d'entreprise qui devrait avoir une licence pour tourner ses opérations parce que, encore une fois, ça ne lui appartient pas. Oui, et puis après, c'est vrai que un développeur hein, peut agir sous un pseudonyme, donc même s'il connaît bien, être quand même assez anonyme lorsqu'il pousse son code. Hein, donc il y a pas forcément de lien entre l'identité du développeur et je veux dire le compte qui met à jour le code. Hein. Donc même dans ce cas-là, ça serait peut-être des fois même difficile de faire un lien de responsabilité entre une identité euh, réelle et puis un compte qui a mis à jour ce code, comme un petit peu Satoshi Nakamoto hein, de Bitcoin quand il a contribué au code et bien sûr au design du Bitcoin. D'un autre côté, jusqu'à aujourd'hui, normalement, personne ne connaît sa vraie identité, quoi. Donc, Officiellement, publiquement, c'est toujours une énigme. tout à fait. Mais par contre, si on revient au security token, nous, on a vraiment cette vision qu'à l'avenir, le- les entreprises, aujourd'hui, nous, on a ouvert la voie hein, en incorporant nos actions dans des jetons numériques. Mais nous, on pense vraiment qu'à l'avenir, ça va devenir la norme et que même à terme, les registres du commerce vont passer sur la blockchain et donc on pourra incorporer directement une société sur la blockchain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée une société traditionnelle, puis dans un second temps, on incorpore des actions dans des jetons numériques. Et à l'avenir, tout le monde gérera son entreprise, sa captable, on-chain. Et ça, on pense que c'est vraiment game changer parce que je vais te donner deux, trois exemples. Mais quand tu as une société aujourd'hui qui a incorporé ses actions dans des jetons, quelque part, on rend les lignes floues. Hein. Entre la start-up naissante, le private equity et l'entreprise listée sur un exchange comme Nestlé ou Novartis, finalement, dès le premier jour, la société va pouvoir avoir des jetons qui sont cotés par le grand public avec un prix échangeable. La société va aussi pouvoir avoir, par exemple, quelques restrictions de transférabilité parce que peut-être qu'il y a un pacte d'actionnaires qui a des clauses de type tag alone, drag alone. Peut-être qu'il y a une partie du capital qui est liquide. Et puis, même demain, tu vas déjeuner avec un partenaire potentiel, il t'invite, tu veux lui rembourser les 50 francs du déjeuner, bah, tu peux lui donner 50 francs d'action. C'est pas grand-chose pour toi, mais pour lui, ça a de la valeur sentimentale ou en tout cas, ça crée des liens entre les deux partenaires. Et finalement, tout ça, ou même juste un employé, tu veux donner une récompense à un employé pour son travail, tu veux lui donner des actions, mais tu veux aussi t'assurer qu'il ne va pas quitter dès le lendemain que tu aies donné les actions. Donc, tu peux mettre ce qu'on appelle des périodes de vesting sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, etc. Et tu peux programmer dans le token en lui-même. Et ça, c'est vraiment très, très puissant pour ce qu'on appelle la captable, pour gérer sa captable. D'accord. Et donc, dans le wallet actuel là, que vous avez publié, en fait, les tokens Mon Pèlerin, donc ceux qui en possèdent peuvent voir hein, donc dans cette application leur nombre de tokens, c'est ça? Ils ont pu voter avec des boutons sur ce qui était dit durant la séance de l'Assemblée générale, qui était en fait publié en vidéo sur l'application, c'est ça. Et donc, ils avaient des boutons, ils pouvaient vraiment dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ouais, On a présenté les comptes de l'entreprise, on a présenté le rapport de gestion, on a fait voter l'acceptation des comptes, on a fait réélire les membres du board, etc. Et tout ça, finalement, on ouvre le vote, on laisse quelques minutes aux gens pour voter, et puis ensuite le vote est clos. Il y a un résultat qui est public, voilà, et puis en fonction de ça, ça valide ou invalide le vote. Ouais, tout à fait. ouais. Et donc là, si une autre entreprise ou un nouveau projet hein, sur la région ou même autre part hein, voudrait utiliser votre plateforme pour faire un peu la même chose, hein, tokeniser leurs actions d'entreprise, donc ils vous contactent et puis vous pouvez leur donner accès à cette plateforme
et voir aussi peut-être discuter avec eux pour qu'ils soient rajoutés dans le wallet, ou est-ce que c'est encore Alors, euh, le wallet, comme tout wallet, c'est un wallet ouvert, hein, donc ça veut dire que tu peux rajouter n'importe quel jeton dans le wallet tant qu'il est compatible ERC20. De base, on en liste un certain nombre, mais si demain tu veux rajouter un qu'on n'avait pas prélisté, il te suffit de mettre enfin, finalement l'adresse du contrat et puis ça le rajoute automatiquement. Donc, comme je t'ai dit au début, on a une page de self-issuance, donc n'importe qui peut le faire sans nous, hein. Vous allez sur bridge.montpellerin.com et là, vous avez un environnement où vous avez juste besoin finalement d'un trésor ou d'un ledger, donc ce qu'on appelle un hardware wallet, qui va détenir votre clé, c'est ça le plus safe. Et puis, vous allez pouvoir rentrer le nom de votre entreprise, le nombre d'actions, le prix par action. Si vous voulez faire une vente, vous allez créer un premier lot en disant ce lot, il est à tel prix, c'est une vente privée de telle date à telle date. Ce lot, c'est une vente publique à tel prix de telle date à telle date. Vous appuyez sur Generate, vous validez sur le trésor qui va signer l'ensemble des contrats. Ça va libérer et en moins d'une dizaine de blocs, tout ça est libéré on-chain et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, les gens peuvent le faire tout seuls. Maintenant, il se trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la clientèle qui vient nous voir parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes pour le faire tout seul, parce que ça implique quand même de connaître deux, trois notions assez basiques, mais quand même les connaître. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un owner d'un smart contract? Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur d'un smart contract? Voilà, des petites choses comme ça. Donc, les gens, en général, préfèrent nous acheter du temps, entre guillemets, pour qu'on le fasse pour eux. Puis, comme nous, aujourd'hui, c'est un processus qu'on maîtrise, c'est un processus qui est pratiquement du contrôle-C, contrôle-V. Les entreprises, en général, en moins d'une journée, elles repartent avec leur entreprise tokenisée. D'accord. Donc, au niveau voilà, de tous ces services et produits innovants là, de Mon Pèlerin, euh, est-ce que tu voudrais en mettre un autre, parler d'un autre là, durant cette interview? Ou, Bah, nous, là, on vient d'ouvrir là maintenant sur le wallet. On va un petit cran plus loin parce que vraiment, le but, c'est vraiment de bridger les deux mondes. C'est aussi d'où le nom, hein, bridge. Donc, c'est vraiment de connecter ces deux mondes. Donc là, on va ramener maintenant ce qu'on appelle des IBAN parce que finalement, une adresse on-chain, c'est la même chose qu'un IBAN en compte en banque, hein. Quelque part, un IBAN, c'est un système d'addressing qui permet de router les paiements de A à B. L'adresse on-chain, c'est la même chose. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est lier les deux mondes. Donc, vraiment, dans le wallet, d'avoir son propre IBAN comme on a un IBAN en compte en banque, sauf que contre cet IBAN, par exemple l'IBAN euro, le crédit, c'est un stablecoin euro plutôt qu'une écriture en compte en banque. Et puis lorsque la personne veut faire un paiement depuis cet IBAN, il a des stablecoins, donc il peut faire soit un paiement vers une adresse, auquel cas le token il bouge de ton wallet au wallet de ta contrepartie, soit un paiement sur un IBAN, et auquel cas ça rédime le token et ça trigger, on va dire, un paiement traditionnel sur les routes traditionnelles de paiement bancaire. Et donc ça, c'est d'accord. vraiment ce monde qu'on est en train de créer. Le wallet aujourd'hui, il est connecté à des DEX qu'on a nommés avant. Ce qui veut dire que depuis le wallet, si tu as des euros tokenisés, des Ethers, etc., etc., et par exemple des jetons de type MPS, des security tokens, et ben, tu peux te les échanger, hein, directement de pair à pair depuis wallet. D'accord. Parce que si vous aviez un service là qui avait pas mal marché, qui continue, je pense que c'est Ibani, hein, c'est ça qui. Ouais, donc là, en fait, qui n'était pas forcément pour l'instant connecté au blockchain, mais qui permettait d'avoir voilà, assez facilement, une fois qu'on avait passé un Know Your Customer sur une application aussi, je crois qu'il y a une application Ibani, Ouais. donc d'avoir finalement un IBAN en francs suisses ou un IBAN en euros, et puis en fait pouvoir avoir des taux de conversion intéressants, et puis très facilement, en deux trois clics sur des boutons, voilà, se transférer entre comptes, puis recevoir aussi sur ces IBAN donc des virements. Donc là, en fait, la nouveauté, ça sera en plus, peut-être les deux, un jour ou l'autre, vont être un peu euh, intégrés ensemble, le wallet crypto-monnaie et IBANI, non? Et puis, Nous, c'est peut-être pas l'ambition, c'est vraiment de garder Ibani séparé de cet univers. Mais Ibani, c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, je pense que tout le monde connaît TransferWise, donc c'est très similaire à TransferWise dans la manière de fonctionner. C'est vraiment fait pour faire du transfert d'argent et du change plus rapidement, évidemment, que les banques, et surtout beaucoup moins cher, très très proche du prix interbancaire. Et ça, finalement, aujourd'hui, l'avantage d'Ibani, c'est surtout ce côté IBAN, hein. Donc, c'est finalement, quand tu vas sur Ibani, tu renseignes ton bénéficiaire étranger. Donc, par exemple, un bénéficiaire qui habiterait en France, en Allemagne ou beaucoup plus loin, peu importe, tu renseignes ses détails de paiement. Et nous, en fait, on attribue un IBAN unique dédié
suisse qui est miroir à cet IBAN étranger. Et toi, du coup, à l'avenir, on ne te demande pas de changer de banque ou de quoi que ce soit, tu restes dans ton écosystème traditionnel et tu remplaces juste un IBAN étranger par un IBAN suisse qu'on t'a fourni, qui est réutilisable à l'infini. Et à chaque fois que tu voudras payer ce bénéficiaire, en fait, tu vas trigger un paiement local, Suisse à Suisse, CH à CH. Donc, le virement se settle en 30 minutes. Nous, on reçoit l'argent. On te montre un prix sur l'application avec une notification. Si tu es d'accord, on fait le change et on livre l'argent à l'international. Si tu n'es pas d'accord, l'argent retourne sur ton compte et voilà, une demi-heure après, ton compte est recrédité avec l'argent que tu as envoyé. Et donc, c'est vraiment, finalement, faciliter ça. Hein, c'est vraiment de dire, bah, on fait un IBAN miroir suisse pour n'importe quel bénéficiaire étranger et nous, on s'occupe de tout le reste. Finalement, tu ne donnes plus à ta banque la responsabilité de faire le change et le paiement. C'est nous qui allons le faire et ce de manière extrêmement transparente. Et là, c'est vrai que maintenant, on est en train d'apporter cet univers des IBAN dans l'univers crypto et de lier des adresses et des IBAN ensemble, en effet. Donc très bien, on voit que donc l'ancien monde finalement se connecte au nouveau monde. À l'Université de Genève, donc on fait cette formation continue là, qui est le certificat d'études avancées, blockchain, crypto-monnaie et finances décentralisées, où tu as même parlé hein, l'année dernière, ils avaient bien apprécié hein, pour le retour d'expérience de ce que vous avez fait, mon pèlerin, et puis de vos produits. Donc on voit qu'il y a vraiment des bonnes opportunités, y compris pour des gens qui sont de cet ancien monde financier, et faire des ponts avec ces nouvelles technologies qui tournent autour de la blockchain et puis d'autres technologies fintech, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu penses un peu de ce potentiel, voilà, pour des gens qui seraient formés euh, à ces nouvelles approches au niveau du territoire, sur le potentiel pour générer des emplois et voilà, et en fait profiter au développement économique. Bah, c'est l'avenir, de toute façon. Aujourd'hui, très clairement, si on prend ne serait-ce que l'univers bancaire traditionnel aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de réinventer la place financière suisse. Et aujourd'hui, quand on constate les marges dans les banques sont en train de diminuer, les coûts opérationnels sont en train d'augmenter, notamment liés à la compliance, mais pas que. Et finalement, bah, l'opportunité pour ces institutions, elle est là. Elle est d'utiliser des outils tels que la blockchain pour réduire les coûts opérationnels, parce que c'est clair qu'ils vont plus pouvoir réaugmenter les marges aujourd'hui. Donc maintenant, il va falloir descendre les coûts opérationnels. Moi, je vais te donner juste un petit exemple. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le trading avant de me lancer dans cette entreprise. Et c'est vrai que quand deux banques, deux institutions tradent ensemble, en fait, pourquoi c'est aussi inefficace? Pourquoi le settlement prend 2 jours? En fait, c'est parce que banque A et banque B, elles ont chacune leur livre des comptes, ce qu'on appelle le ledger en anglais. Elles ont chacune leur livre des comptes qu'il va falloir réconcilier. Et en fait, quand on traite des produits financiers, en fait, tout produit, tout actif bancaire, ce n'est qu'un contrat. Finalement, ce n'est qu'un contrat. Et donc, chacun va modéliser ce contrat dans son core banking de chacun des deux côtés. Il y a toujours des mismatchs et des discrepancies à réconcilier. Et donc, pour un centre de profit que va être le trader, il y a 10 centres de coûts. Middle office, back office, risk reporting, settlement, netting, confirmation, réconciliation. Alors que tout ça, finalement, si les institutions se mettent d'accord sur un modèle en disant on a un ledger ensemble partagé qui s'appelle la blockchain, et puis on se met d'accord sur une modélisation de l'asset, du contrat, de l'actif, et à ce moment-là, le trade peut devenir le settlement ou pas, ou tu peux dire non, mais moi je veux coder un délai de 6 heures parce que je veux qu'il y ait un netting parmi les participants. Tu peux mettre finalement toute une série et avoir quelque part en fait un back-office partagé parmi ces institutions qui va leur permettre de réduire drastiquement les coûts opérationnels pour tourner ce type d'activité. Donc clairement, aujourd'hui, c'est l'avenir des banques, c'est l'avenir des institutions financières et tout le monde est obligé de s'y mettre. C'est pas une, c'est aujourd'hui, alors on est d'accord qu'en Suisse, on n'aime pas forcément être toujours les leaders, on aime plutôt être des fast followers, on va dire, mais clairement, tout le monde y voit, tout le monde travaille dessus, tout le monde aujourd'hui est en train d'avoir des task force qui se mettent en place pour être prêt le jour où et pas être laissé bon dernier de la classe. Voilà. Donc clairement, c'est très clairement l'avenir. Ouais, donc c'est un avantage hein, d'être formé maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a encore des opportunités maintenant, mais c'est vrai que ça va vite avancer, hein, puisque toutes ces technos font des grands bons en avant
d'une année sur l'autre, ça change énormément. Et ben écoute Arnaud, donc moi je vais souhaiter une bon vent à mon pèlerin, hein. Nous on reste en contact puisque bien entendu c'est mon pèlerin, c'est un des fers de lance blockchain sur Genève, et bien sûr la Suisse aussi, mais je veux dire principalement très localisé à Genève. Et puis à l'international, je pense qu'il y a des très grandes étapes pour vous à venir, donc bonne chance, bon vent. Et Merci beaucoup. puis voilà, à bientôt. Et puis à bientôt à l'université. Merci. Merci.